et à toutes. Merci de votre présence à cette table ronde. Le thème qui a été retenu pour cette table ronde donc, est l'entrée de l'escalade dans l'univers olympique. Donc une entrée attendue, longtemps espérée. On va essayer de comprendre le processus qui a amené cette entrée de l'escalade dans l'univers olympique. Et puis on va essayer peut-être aussi de faire des perspectives sur les modifications que cette entrée pourra apporter sur la pratique en général, sur les pratiques éventuelles, les futures pratiques. Et donc pour ça, j'ai trois invités que je vais laisser se présenter. On va commencer par Monsieur Le Grenat, ou non? Alors, Jérôme, Alors, Monsieur Le Grenat, et en plus, il va excuser une absence, puisqu'on avait un quatrième intervenant qui n'a pu se joindre à nous. Oui, donc j'excuse d'abord, avant de me présenter, Claude Chemel, donc qui n'a pas pu être présent ce soir. C'est le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la FFME, donc la Fédération de la Montagne et de l'Escalade. Il est absent tout simplement parce qu'il y a une réunion des présidents de ligue au national aujourd'hui à Paris, donc c'est obligatoire qu'il soit là. Je le représente puisque je suis vice-président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis chargé de tout ce qui est compétition et haut niveau, donc l'organisation des compétitions aux différents niveaux, donc, et également le haut niveau à travers le pôle espoir de Voiron. À côté, je suis enseignant-chercheur. Mon bureau il est à peu près à 100 mètres d'ici, ce qui est pratique. Et je suis enseignant-chercheur donc, dans le domaine de en biomécanique, en STAPS, et je travaille sur tout ce qui est la locomotion verticale, et en particulier donc l'escalade, puisque je travaille en collaboration, j'ai la chance de travailler en collaboration dans le cadre de l'Olympiade avec la Fédération internationale. J'étais aux Jeux Olympiques de Buenos Aires pour étudier effectivement la locomotion des grimpeurs, et normalement, si tout se passe bien, je devrais être également à Tokyo. Donc voilà. Et alors pourquoi je suis là? Tout simplement, c'est que mon père était guide. J'ai commencé l'alpinisme à 6 ans, comme tout le monde à l'époque. À l'époque, j'étais dans un club CAF, parce qu'il y avait le CAF qui existait, donc on allait tous au CAF, et c'était tout à fait normal. Et on était très heureux d'y être. Donc ma première licence, pour information, je l'ai eu en 1972. Donc, oui, à 6 ans, donc oui. Et donc j'ai vécu un peu tout ça, c'est-à-dire que j'ai commencé la montagne dans les Pyrénées. Dès que la cotation dépassait le 5C, on mettait une pédale pour tirer dessus. On n'avait pas de baudrier, on était en grosses chaussures et en jean. Donc on a évité de tomber parce que mon père m'avait expliqué qu'au bout de 30 secondes, on mourrait étouffé. Et puis on risquait de s'arracher les côtes. Et puis on a vu l'arrivée des baudriers. Mes parents déménageaient à Paris. Je me suis mis à grimper à Fontainebleau. J'ai eu la chance de grimper avec des gens comme Jackie Godoff, David Rastouille, etc. à l'époque. Et au Saussois. Et après, j'ai connu effectivement l'évolution, les premiers 7A avec Doraillé, les premiers 7C+, avec Charpent-Zaudron au Saussois. Les premiers 8A à Bioux, dont nous avons une équipeuse célèbre au fond de la salle. Bioux, Françoise. Donc voilà, et tout au long de cette histoire, puis on arrive aux Jeux Olympiques maintenant, et tout au long de cette histoire, en permanence, j'ai vu des groupes de personnes s'affronter. Alors d'abord, il y avait les montagnards contre ceux qui faisaient de la falaise. Après, il y a ceux qui faisaient de la falaise contre ceux qui faisaient du bloc. Puis après, il y a ceux qui faisaient de la résine contre ceux qui faisaient du site naturel. Puis après, il y a eu ceux qui faisaient de la vitesse contre ceux qui faisaient du bloc et de la difficulté. Un petit peu avant, il y a eu ceux qui faisaient la compétition et ceux qui ne voulaient pas en faire. Ouais, non, mais la compétition, c'est très particulier parce qu'en fait, il y a eu un en 1984, si je ne dis pas de bêtises, dans 85 ou 84, Snoop? Ça dépend ce que tu vas dire. Le manifeste. 84, le manifeste. Ouais. Donc il y a eu un manifeste de pas mal de grimpeurs. Il y avait 19 grimpeurs, c'est ça? 17 grimpeurs, oui. Il y en a quelques-uns en bas encore. Il y en a encore quelques-uns en bas, puis en fait, on s'est aperçu qu'à part certains, ils sont tous mis à faire de la compétition. Donc en fait, on s'aperçoit qu'historiquement, en fait,
c'est ce que j'explique aux étudiants de temps en temps, c'est qu'on a une lutte permanente entre ceux qui sont sur le terrain et puis ceux qui ont les rênes du pouvoir. C'est qu'en fait, ceux qui sont sur le terrain veulent légitimer ce qu'ils font, puis une fois qu'ils arrivent au pouvoir, en fin de compte, c'est d'autres qui le font. Donc on a toujours une balance qui passe d'un côté à l'autre, c'est assez marrant à voir. Et puis en fin de compte, après toute, je dirais entre cette carrière qui n'est pas encore terminée, mais je m'aperçois qu'en fin de compte, on fait tous la même chose. On s'enrichit tous de tout, qu'on s'enrichit de toutes les pratiques, et que c'est ce qui fait la beauté de l'escalade, et qu'à un moment donné, et si je regarde les grimpeurs, les meilleurs grimpeurs mondiaux actuels, ce sont ceux qui font différentes pratiques, parce qu'ils sont tellement enrichis de ces pratiques qu'ils arrivent à être les meilleurs, parce que si on fait qu'une seule pratique, en fait, on reste dans des stéréotypes qui font qu'on est dans une zone de confort, on n'arrive pas à en sortir. Et aller voir autre chose, ça nous fait sortir de la zone de confort, ça nous oblige à se remettre en question, ça nous oblige également à progresser. Donc je pense qu'effectivement, c'est pour ça que effectivement, je suis ici, parce que cette thématique où on met souvent en opposition la compétition, voire l'olympisme et l'escalade, effectivement, en site naturel, pour moi, effectivement, il n'y a pas d'opposition, et c'est pour ça que je suis là aussi. Merci de cette introduction. On va passer la parole à M. Meyer. Est-ce que vous vous sentez concerné entre ceux qui ont fait de la compétition et ceux qui sont au pouvoir maintenant? Non, mais moi je suis arrivé après tout ça, alors de toute façon, j'avais pas beaucoup le choix. Déjà, je m'appelle Jérôme Meyer, donc je suis un ancien athlète. J'ai fait facilement 15 ans de compétition, Coupe du Monde. Je me suis bien amusé jusqu'en 2008, je crois, où j'ai arrêté ma carrière, puis après j'ai commencé à travailler à la Fédé internationale. Et en fait, il s'est passé 10 ans où j'ai eu un rôle sur le développement du sport, donc des compétitions, essayer de faire ça de manière un peu plus professionnelle, plus structurée, un peu mieux en général. Et puis, en même temps, on avait la mission par les fédérations membres d'aller chercher l'olympisme. Ce qu'on a réussi à faire en 2015-2016. Et puis là, maintenant, du coup, moi j'ai focalisé mon rôle sur tout ce qui est préparation olympique et relation avec le mouvement olympique. Donc ça fait 2 ans que j'ai les anneaux partout autour de moi, et il reste encore une petite année, et puis même peut-être encore après, parce qu'il y a Paris qui suit. Voilà. Merci, M. Angonin. Bonsoir à tous, donc moi c'est Didier Angonin. Tu m'as demandé pourquoi j'étais là ce soir. Voilà, l'escalade va rentrer dans la grande famille des sports olympiques, et quoi qu'on en pense, c'est un moment historique. Voilà. Et donc pourquoi ça m'intéresse? Moi d'abord je suis avant tout un grimpeur, je grimpe depuis 32 ans précisément. J'ai été acteur dans la pratique, dans le cas particulier entre guillemets, de la pratique sportive et notamment compétitive de l'escalade en tant qu'entraîneur et ouvreur pendant une dizaine d'années. Et puis maintenant je suis conseiller technique national escalade pour la Fédération française des combattants de montagne. Merci. On a commencé déjà à évoquer une longue histoire. On n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, on n'y est pas encore arrivé, puisque c'est dans un peu moins d'1 an. Est-ce qu'on peut un petit peu retracer un peu cette histoire? Il y a eu des interrogations, d'abord l'hiver, ensuite l'été. On ne savait pas trop forcément où mettre l'escalade. À un moment donné, maintenant elle rentre, elle est additionnelle, officiellement jusqu'en 2020. En 2024, elle le sera de nouveau, avec peut-être un format que vous allez nous expliquer qui va peut-être un petit peu changer. Ça peut peut-être être long, mais en résumé, comment on en arrive là? Comment on en arrive là? Alors, je vais commencer juste par une petite histoire. C'est qu'en fait, moi, je crois me souvenir que la première fois que j'ai vu une compétition d'escalade, c'était à Chambéry. C'était un Open qui s'est déroulé là-bas en même temps ou peu de temps avant les Jeux Olympiques d'Albertville. 92 ou quelque chose comme ça. Et récemment, dans le cadre d'une intervention, donc cet été à Munich à l'ISPO, j'avais à côté de moi Stefan Glovax qui avait gagné cette compétition et qui était invité sur cette idée qu'il avait gagné la première compétition à but olympique. Et c'est la première fois que je le rencontrais, je lui dis non Stéphane, c'est pas quelque chose. Moi j'étais comme ça. Et donc je crois que ça a commencé déjà
beaucoup de temps avant que, en tout cas, mon humble personne et puis l'équipe qui est en place à l'IFSC commence. Même si le président, lui, était Marco Scolari, c'était à la première compétition à Bardonecchia. Donc il est... En tout cas, l'équipe qui a amené l'escalade au jeu vient vraiment de l'escalade. Il n'y a personne qui débarque de nulle part, il n'y a pas de financier, il n'y a pas d'extraterrestre. Et là où ça a peut-être commencé à devenir plus sérieux, il y a eu deux moments. Il y a eu la première fois en 2007 où l'IFSC en fait est sorti de l'UIA, donc la fédération de montagne, et l'IFSC s'est monté en tant que fédération d'escalade propre. Donc 2007, et dans le vote de création, la question a été posée, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on va aux Jeux ou est-ce qu'on fait autre chose? Et il y a eu une unanimité sur, oui, on essaye d'aller aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'était la première des choses, donc 2007. En 2019, il y a eu un nouveau président au CIO, Thomas Bach, qui est l'actuel en fait, qui lui est arrivé 2010-2011, je me perds un peu dans les dates, mais qui lui est arrivé avec un programme qu'il a appelé l'agenda 2020. Cet agenda 2020 avait pour but de réformer de fond en comble le CIO, et notamment suite à ses errances, vous avez tous plein d'histoires en tête là-dessus, mais aussi pour rendre un peu plus efficace l'organisation des Jeux et la rendre un peu plus attractive. Et une partie de cet agenda 2020 en fait, ouvrait la porte à d'autres sports dans le programme. Mais stopper la démesure aussi. Donc, s'il y en a qui rentraient, alors, il y en a qui allaient sortir. Voilà, c'était un peu compliqué. Voilà. C'était avant cet agenda 2020 parce qu'on avait... Non, alors voilà, l'agenda 2020, je me perds un peu, c'était plus quelque chose comme 2013, mais on avait fait une première tentative avant qui s'était soldée par un échec parce qu'effectivement, pour ramener un nouveau sport, il fallait en sortir un autre. Et ça, c'était un non-sens, parce qu'à la fin, vous n'allez pas quand même... Si vous invitez des gens autour de la table, vous n'allez pas lui dire, écoute, toi, t'es gentil, tu sors, et puis je prends ton pote qui a l'air vachement mieux, quoi. Donc ça ne marchait pas, surtout que quand on est en place, on n'a pas trop envie de sortir. Cet agenda 2020, il a créé les sports additionnels, qui étaient basés sur une sélection des pays hôtes. Et c'est comme ça qu'on a vu arriver 5 nouveaux sports à Tokyo, donc choix du comité d'organisation de Tokyo, mais aussi du CIO, parce que forcément ils travaillent ensemble. Et donc ces 5 sports débarquent aujourd'hui à Tokyo 2020, et le processus s'est renouvelé pour Paris 2024. Paris 2024 a proposé 4 sports en l'occurrence, et le CIO a dit OK, pour autant que ça se passe bien à Tokyo sur ces sports-là, pour qu'on puisse les valider. Voilà, donc ça c'est en résumé, et c'est l'histoire un petit peu officielle. Alors il y a la particularité du format, avec cette histoire du combiné. Donc après, je pense qu'on pourra en reparler là-dessus. Je pense qu'on va en parler. Et puis après, il y a aussi toutes les coulisses. Qu'est-ce que ça veut dire de candidater pour les Jeux Olympiques? Mais ça, c'est peut-être aussi une autre question. Oui, parce que je pense qu'effectivement, beaucoup d'entre nous, on se pose des questions. Alors, on va y venir directement sur le choix du combiné. Il y a une partie de la communauté de grimpeurs ou du public, on va dire, qui se dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis une autre partie, mais comme le disait Michel Grondeur, à savoir, on a souvent des oppositions entre différentes communautés. Bon là, il y a ce choix qui pose problème, et je pense que ce choix, il peut peut-être aussi être en partie expliqué par une mécanique que aucun d'entre nous ne connaît, c'est-à-dire le CIO a des fonctionnements, à son fonctionnement, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas la question, mais donc il y a des impératifs justement à lesquels je pense l'escalade a dû répondre pour pouvoir se donner des chances d'être reçu, quoi. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Jeux Olympiques, c'est un événement qui appartient au CIO. Donc, dès qu'on rentre dans ce truc-là, c'est les règles du CIO, c'est le mode de fonctionnement, et je reprends l'histoire d'inviter quelqu'un à table. Si vous faites une soirée à la maison, vous avez des invités, ces invités cassent pas les assiettes. Ils se tiennent bien, et puis vous essayez de faire que la soirée se passe bien. Donc, il faut vraiment se positionner dans cette idée de on est chez quelqu'un et on apporte quelque chose, et donc il y a un échange. Ça fait qu'on perd une petite partie de notre liberté, naturellement, parce qu'on est dans un mais en attendant, ça amène quelque chose parce que la soirée va bien se passer, on va bien manger, on va bien s'amuser. Bon, voilà, ça c'est un choix. Donc, mais ça, il faut vraiment le considérer parce qu'on a tendance à oublier, on a tendance à se dire non mais attendez, le sport c'est mon sport. Oui, c'est mon sport, mais dans un cadre défini qui est les Jeux Olympiques.
Ensuite, pour venir au format du combiné, ce qui s'est passé, c'est extrêmement simple. C'est qu'en fait, les Jeux Olympiques d'été, aujourd'hui, ils sont obligés de pousser les murs. Il y a des plafonds structurels, le nombre d'athlètes, le nombre d'événements. Le nombre d'événements, c'est le nombre de disciplines. Parce qu'il y a une durée, ça devient quand même quelque chose de monstrueux, enfin, c'est monstrueux. Et par conséquent, on ne peut pas d'un coup débarquer avec 5 événements, donc 5 disciplines, 450 athlètes. Parce que ça fait une charge, ça a un coût, et ça crée de la complexité. Donc en fait, le CIO sur ces sports additionnels, ils ont limité au maximum le nombre de médailles de disciplines, et le nombre d'athlètes aussi d'une certaine manière. Parce que déjà, le programme qui était prévu pour Tokyo, en fait, était plus haut que les plafonds. Le plafond, c'est 10 000 athlètes, je crois, et ils étaient déjà à 10 500 ou quelque chose comme ça. Tout en, petite parenthèse, tout en ayant déjà on a pu inviter certaines personnes, je pense au C2 kayak, les gens qui dans cette salle font du kayak savent bien qu'en C2 kayak les Français ont eu des médailles mais que maintenant ils sont plus invités. Donc on a aussi fait limiter le nombre d'entrants et on a aussi un petit peu transformé sous un double regard, mixité. On a aussi essayé de faire de la place de plus en plus au sport qui apportait une mixité. Et puis limiter les événements par discipline. En l'occurrence, le kayak a perdu le C2. Mais bon, je vous laisse. Voilà, mais c'est effectivement, mais ça fait partie de la même discussion interne que le CIO avec les comités d'organisation, parce que les comités d'organisation disent attendez, le kayak, par exemple, la descente, c'est une infrastructure qui est complexe, qui coûte de l'argent. Donc il y a toujours ces débats. Et après, il y a est-ce que ça attire le public, est-ce que ça attire parce qu'à la fin, ça reste un événement aussi qui a une vocation commerciale pour ensuite pouvoir financer tout ce qui est développement du sport par ailleurs. Donc c'est exactement le même débat. Donc en fait, tout simplement, le CIO nous a dit super, le CIO et comité d'organisation, parce que c'était donc un duo qui travaillait ensemble, nous a dit bah, super, nous on adorerait vous avoir, mais par contre, ben, voilà, la place elle est comme ça. Donc partant de là, on a la place pour une médaille, hommes et femmes. Donc, en fait, on est invité, mais on reste propriétaire de notre sport. Donc c'était le choix de la Fédé internationale de dire ok, on ne va pas envoyer qu'une seule discipline, on va envoyer un combiné de disciplines. Et le plan, il était clair depuis le début, sauf que là, je pense qu'on a fait une erreur à l'IFSC, c'est de ne pas l'avoir expliqué. Le plan, il était que si on amène les 3 disciplines, on va montrer les 3 disciplines. Donc, on va montrer la valeur entière de notre sport. Et ensuite, on va demander à ce que ces 3 disciplines, parce qu'elles vivent à part, qu'elles aient leur propre médaille. Qui plus est, si vous amenez, disons, une seule discipline, automatiquement, dans tous les financements nationaux des autorités sportives diverses et variées, on vous dit non, mais prenons le cas qui, je sais, fait hérisser les poils de plein monde. Si ça avait été la vitesse, le CIO nous avait dit la vitesse. Et bien, la vitesse, si on dit ok, je voudrais des financements pour un mur de bloc, mais non, c'est pas un sport olympique. Vous avez des financements pour un mur de vitesse. Et ça arrive à tous les échelons. On y reviendra, je pense, entre financement loisirs et financement. Tout à l'heure, on abordera certainement cette question du financement compétitif, des compétitions et du loisir. Donc, on a fait le choix d'y aller au combiné, en sachant que c'est une solution, si je peux dire, un peu bâtarde. On l'assume. Et puis on s'est dit, on va montrer le meilleur, et puis après on va se bagarrer, une fois qu'on est dans la place, on va se bagarrer pour que chacune des disciplines obtienne un peu une médaille propre. Et on a réussi à Paris, et on va essayer de pousser encore pour Los Angeles. C'est moins évident parce que bloc et difficulté vu de l'extérieur, c'est moins, il y a moins de différence, mais ceci dit, pour la vitesse, le mouvement olympique a saisi la nuance. Et qui plus est, ça permettra, sur la base aujourd'hui des participations, d'amener des nouveaux athlètes, des athlètes iraniens, des athlètes indonésiens, qu'aujourd'hui on n'a pas. Et ça, c'est un gros point pour la participation. Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Alors justement, est-ce qu'il y a dernière chose sur la perspective 2024, est-ce qu'il y a déjà des discussions sur le format? Il y a évidemment, effectivement, des discussions sur éventuellement deux médailles, enfin 2 médailles, 2 filles et 2 garçons. Oui, alors là, il y a une discussion là-dessus. En fait, c'est toujours un échange. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le dialogue avec le CIO et le comité d'organisation sont constants. Et
à l'approche de Paris, et la discussion s'est passée avec le comité d'organisation et le CIO en disant, bon, alors vous, Fédération internationale, qu'est-ce que vous aimeriez? Alors nous, bêtement, on a dit, bah, nous, on veut 4 médailles. Les 3 disciplines et le combiné. Et puis 500 athlètes. Je caricature, mais c'est pas loin d'être ça. Hein. On m'a regardé, on m'a dit, Jérôme, on fait un peu trop. Donc, et c'est comme ça qu'on arrive, après, on tombe sur des raisonnements un peu plus sérieux. Et la première étape, c'était de montrer que la vitesse, c'était un exercice différent des 2 autres disciplines, et qui plus est, si on isolait la vitesse, ça permettait d'amener, comme je l'ai dit, de nouveaux athlètes, de nouveaux pays, ça augmentait la participation. Donc ça, c'était un point important, et donc on a obtenu leur accord là-dessus, parce qu'ils voyaient la valeur ajoutée que ça amenait. Et une fois que cette proposition a été... on en était là. Après, ça passe des validations diverses et variées. Et c'est comme ça que, je crois, au mois de juin de cette année, l'Assemblée générale du CIO a formellement validé la proposition de Paris 2024. Parce que ça venait d'eux, parce que rappelez-vous que c'est toujours une ville qui propose ces sports additionnels. Et la seule condition, c'est qu'ils se gardent le droit de réviser la proposition en décembre 2020 à la suite des Jeux de Tokyo, parce qu'après chaque jeu, il y a une révision du programme. Et c'est comme ça que le kayak a perdu, ou d'autres ont gagné. Donc, grosso modo, si tout se passe bien à Tokyo, ils vont nous dire, OK, on y va comme ça avec Paris 2024. Mais je ne veux pas donner un pourcentage de chance, mais disons que grande chance que ça reste comme ça. Sauf accident, on restera sur la vitesse à part, et un combiné du bloc et de la difficulté. Et ces discussions sur le format exact, les règlements exacts, ils commencent maintenant à l'IFSC. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Donc, et ça va être un débat inclusif. Ça va commencer en interne avec les techniciens, ça va partir aux fédés nationales, aux athlètes, et puis à un moment donné, on va voir aussi si on ouvre. Enfin, mais là, l'idée, ça va être un petit peu plus ouvert que la dernière fois. D'accord. Monsieur Angonin, pour la Fédération française de montagne, des clubs alpins et de montagne, vous parliez tout à l'heure d'une même pratique, l'escalade. L'escalade, c'est elle se fait par tout le monde. Est-ce qu'à un moment donné, vous envisagez, vous percevez cette entrée de l'olympisme comme une modification des pratiques? Est-ce que au niveau national, est-ce que vous allez anticiper sur un impact éventuel par le nombre de licenciés, modification des besoins des gens, des intérêts des gens? Non, alors déjà, nous, on est une fédération multisport de loisirs. À côté, c'est la particularité en France, il y a une fédération délégataire pour la pratique sportive en escalade, ski alpinisme, raquette et canyon. Raquette. Oui, mais enfin la délégation, elle est pour cette... Bref, qui est la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Donc nous, de fait, on peut dire, on est un peu moins concernés, encore que, on est forcément concernés. Quand une de ces activités devient sport olympique, on est concerné. Quel impact ça va dépendre. En fait, forcément, il y aura un impact. Il y aura un impact. Au niveau de la fédération, de moindre mesure. D'un point de vue général, alors ça dépend de plusieurs choses. Ça va dépendre d'un point de vue du grand public, je dirais, en tout cas pour un pays, notamment la France, en partie des résultats. Pas de résultats, moins de communication, moins d'impact. C'est quelque chose qui découle. Je prends l'exemple du biathlon, on enlève Martin Fourcade. La vision générale du biathlon en France n'a plus rien à voir. Ça va être un peu pareil dans l'escalade, c'est valable dans toutes les activités. Au niveau du milieu de l'escalade, ça va dépendre de ce vers quoi vont aller tous les acteurs. Est-ce qu'ils vont se focaliser uniquement sur cette pratique, l'olympisme? Parce que l'olympisme, ça ne veut pas dire une révolution d'un point de vue sportif. La sportivisation de l'escalade, elle existe déjà depuis de nombreuses années. Enfin, les circuits de Coupe du Monde, Championnat du Monde, ça existe. Là, c'est juste qu'il y a une petite différence, ça devient un sport olympique. Mais la pratique sportive, elle existe depuis de nombreuses années. C'est pas comme si elle n'existait pas. Et donc ça va dépendre, donc je parle des fédérations, des fabricants, des
des collectivités territoriales, voilà, qui sont concernées à un moment donné de près ou de loin par l'activité escalade. Est-ce qu'elles mettent tous leurs œufs dans le même panier? Est-ce qu'elles ne voient que ça ou pas? Nous, on ne va pas changer notre philosophie, ce qui est inscrit dans nos statuts, d'amener les gens vers une pratique autonome dans les activités de montagne. Ça ne va pas changer. Donc ceux qui se retrouvent dans cette philosophie-là continueront à venir dans les clubs affiliés à la FFCAM. Et ceux qui, je dirais, ont plus une envie d'aller vers une pratique sportive, mais c'est déjà le cas, donc en fait, ils vont continuer à aller plutôt vers des clubs affiliés à la FFME, c'est bien normal. Donc il y aura pas trop de, je pense pas, au niveau en tout cas du nombre de pratiquants. Moi, ce que je remarque depuis quelques années, en tout cas en France, là où l'activité se développe fortement, c'est dans les salles privées. Voilà, et pour un objectif totalement différent. C'est que les dirigeants de ces salles privées, les directeurs de ces salles privées, ce qui les intéresse à la fin de l'année, c'est le chiffre d'affaires et le bénéfice. Avec des gens qui pratiquent de l'escalade. Mais ils se contrefoutent de savoir s'ils vont avoir des médailles, s'ils vont devenir autonomes, voilà. Et le développement, il se fait là. La grande partie du développement. À côté, il y a des fédérations, il y a des clubs, il y a un sport qui est passé olympique, il y a aussi une pratique loisir qui existe, une pratique en milieu naturel. Enfin, c'est la complexité et en même temps la richesse de cette activité qui fait que c'est compliqué de voir précisément quel impact il va y avoir réellement, parce que c'est tellement vaste et riche. Et où il ne faut pas se tromper, c'est que, on parlait de l'escalade loisir, l'escalade de très haut niveau à très haut niveau et l'escalade olympique, et voilà, a besoin des pratiquants de loisirs, et l'inverse un peu moins. Donc il va falloir à un moment donné que tout ça s'organise, s'entende et se complémente et trouver un équilibre. Voilà ce que je pense. Alors, Monsieur le Gouverneur, pour la FFME, est-ce que vous anticipez, vous imaginez anticiper un résultat équivalent à la Fédération française de football féminin? La Fédération française de football, à l'issue de la Coupe du Monde féminine, avec une forte augmentation des licenciés filles. Et donc, on disait hier, M. Maratran nous disait hier lors d'une autre table ronde que les clubs étaient à peu près stables en France, le nombre de clubs de la FFME était à peu près stable. Par contre, effectivement, il y avait une progression des licenciés. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous vous préparez à ça, cette éventualité-là? Je sais pas, tu veux qu'on parle de la mixité, Pas forcément que de la mixité, mais du nombre très rapidement, de si je dis pas licenciés. de bêtises, on est à peu près à 40% de femmes, effectivement, et 60% d'hommes. Dans le mot fédération, alors, déjà, fédération, souvent, quand on parle de fédération, on pense au national. Nous sommes la fédération. C'est qu'un club, un licencié dans un club est la fédération. Donc je préfère distinguer le national et la ligue, etc., que la fédération et le reste. Donc nous sommes tous acteurs et responsables, en tout cas à la FFME, de ce qui se passe. Ça c'est la première chose, parce que nous avons tous un droit de vote et nous payons tous une cotisation. Donc ça veut dire que la fédération, quel que soit le niveau, a pour mission de fédérer. Fédérer, c'est-à-dire être représentatif du mouvement, effectivement, sportif qui émane de des licenciés. Donc, à partir de là, nous n'avons pas à privilégier une activité ou une autre. C'est ce qu'on appelle de la politique. C'est bien qu'à un moment donné, effectivement, nous sommes délégataires au niveau des activités sportives, en particulier l'escalade et le ski alpinisme. Et le reste n'est que décisions sportives, des décisions politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'on décide d'aller vers la raquette à neige, d'aller vers d'autres activités, de faire du loisir, d'aller financer des équipements de sites naturels, etc., c'est une décision politique. Voilà, parce que nous émanons effectivement des licenciés. Ça, je pense que c'est déjà un point à fixer quand même, et c'est important parce que souvent il y a une opposition entre les licenciés et la fédération, entre guillemets. Nous sommes la fédération, donc si nous crions contre la fédération, nous crions contre nous-mêmes, quelque part. Ensuite, par rapport au développement sportif,
J'ai été président de club au départ, d'un club qui s'appelle Mineral Spirit à Valence. On est passé, à l'époque où j'y étais, de 200 licenciés à 560 licenciés en créant une grosse structure de bloc, en mettant des moyens pour arriver sur le haut niveau. Et il y avait toujours cette discussion entre le loisir, la compétition, le haut niveau. Qui est plus légitime que l'autre et qui est plus nécessaire que l'autre. Et en fait, les deux se nourrissent l'un de l'autre. Les deux se nourrissent l'un de l'autre. C'est-à-dire que le haut niveau, c'est qu'on va mettre... Souvent, le haut niveau coûte très cher. Il faut mettre beaucoup de moyens sur le haut niveau, parce que pour arriver à un haut niveau, il faut des entraîneurs, il faut toute une structure pour, à la sortie, 1 ou 2 athlètes qui vont émerger. C'est vrai que ça coûte très cher. Mais quand on va faire une convention collective avec une municipalité qui va vous donner 25 000 € par an de subvention, dans la convention collective, il y a des résultats. Et si on n'a pas de haut niveau, on n'a pas des résultats. Si on n'a pas des résultats, on n'a pas les 25 000 € qui permettront à tous ceux qui font du loisir d'aller faire du loisir en site naturel. C'est-à-dire que le loisir, dans le contexte économique actuel, qui est extrêmement compliqué parce que les subventions sont de plus en plus dures à aller chercher, nous avons besoin effectivement du haut niveau. Et encore plus avec les Jeux Olympiques, parce qu'on est identifié comme sport olympique. Alors, évidemment, si... Donc, vous accentez à la préparation olympique. Préparation olympique. Mais la préparation olympique, ça va en concerner combien? Ça va en concerner 2, 3, 4 athlètes au niveau national. C'est une part de financement. Mais non, je dirais que c'est un rêve. C'est un rêve c'est un rêve pour les collectivités de se dire, bah oui, dans la convention, nous, on s'organise pour essayer d'avoir des représentants. Je suis à l'Office valentinois des sports, on a un Valence Top Club, on a Kevin Meyer dedans et on a Mathilde Signy en natation. Ce sont des images de la vie qui font rayonner la ville au niveau international. Donc effectivement, le rêve olympique aussi, c'est un rêve aussi pour les élus, parce qu'à un moment donné, ça va faire briller la ville, et donc ils vont donner des subventions pour les élus, qui vont effectivement redécouler après sur la formation. Et on se retrouve comme ça à pouvoir recruter à Mineral Spirit. On a recruté 5 salariés à l'époque, 5 salariés à plein temps, des BE à plein temps, avec une école de sport qui tournait quasiment tous les après-midi. C'est-à-dire qu'elle était complètement remplie. C'est-à-dire que tous les gamins venaient. On prenait les gamins à partir de 3 ans en baby escalade. Et puis en plus, étonné qu'il n'y a que du baby escalade et du baby gym dans une municipalité, mais ils sont bien contents d'avoir un baby escalade. Donc je veux dire, ça redescend. Et puis, alors je ne sais pas si on en parlera après du site naturel, je pense, oui. mais voilà un peu ma position par rapport à ça, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une opposition, je pense qu'il y a une complémentarité, que les uns se nourrissent de les autres. S'il n'y a pas la pyramide du loisir qui va faire émerger le haut niveau, on n'aura jamais de haut niveau. Si on n'a pas le haut niveau, on n'aura pas les financements pour faire vivre cette pyramide. D'accord. Monsieur Meyer, vous avez évoqué le développement international, parce que c'est un peu plus votre question, on va dire. Donc l'escalade aujourd'hui, si on regarde les représentants du haut niveau, c'est l'Asie, c'est l'Europe. La perspective au niveau international du développement de l'escalade, c'est l'Amérique, c'est quoi? Il y a des objectifs qui sont fixés, des espérances qui sont mis derrière cette rentrée olympique. Alors, c'est pas nécessairement lié à l'entrée olympique, parce que, en fait, d'une certaine manière, les Jeux, c'est un rêve pour les athlètes, et c'est un rêve un peu pour nous tous, parce que c'est une reconnaissance, mais les Jeux, c'est aussi un moyen. Ce qui va se passer, c'est que l'escalade va être affichée en face d'à peu près 5 milliards de personnes. D'un coup, ça devient quelque chose, ah ouais, c'est ça l'escalade. Donc en fait, c'est un moyen d'être connu et c'est un moyen d'avancer. Mais les objectifs de développement de la Fédé internationale ne sont pas nécessairement attachés aux aspects olympiques. Là où on a encore un petit peu de travail en termes de développement, c'est tout ce qui est Asie du Sud-Est, c'est Amérique du Sud, l'Afrique, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Donc il y a déjà ces trois régions-là. Et même si ça grimpe en Asie du Sud-Est, pas mal, en Indonésie, ça bouillonne, en Amérique du Sud, ça bouge aussi beaucoup. Après, là, on parle en fait de structuration, donc avec des fédérations, avec même des réseaux de salles d'escalade, donc une certaine maturité qu'on a ici, qu'on a dans nos pays européens ou occidentaux, mais qui n'existe pas là-bas. Pour autant, l'escalade est présente. On a
deux chiffres en fait. On a 91 fédérations nationales à l'IFSC, mais on avait observé qu'il y avait à la louche environ 150 pays où ça grimpait, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, l'escalade est mondiale, ça c'est clair. Après, dans sa version structurée, elle n'est pas encore vraiment super installée. Et qu'est-ce qui va se passer avec les Jeux? C'est qu'en fait, les comités nationaux olympiques, il y en a 200. Ces comités nationaux olympiques vont nécessairement, sur les nouveaux sports, les sports additionnels, se dire voilà, qu'est-ce que j'ai chez mon sport? Et s'il y a une dynamique existante, si ça marche bien, si ça correspond à leurs envies, et ben ils vont les aider. Ils vont les aider, ils vont aider les athlètes, ils vont aider aussi avec des infrastructures. Et ça va se passer naturellement parce qu'en fait, c'est à partir du moment où vous êtes un peu dans le toboggan olympique, les choses se facilitent. Mais c'est parce qu'on se connaît, c'est parce qu'on se croit, c'est parce qu'on se présente. Et nous, clairement, on a rencontré beaucoup de comités nationaux olympiques qui ne connaissaient pas l'escalade dans ces 2 dernières années. Et c'est souvent, ah, l'escalade, génial. Alors dites-moi un peu comment je fais, et puis souvent on leur dit, mais vous savez, dans votre pays, là, ouais, il n'y a pas de fédé nationale, mais moi je suis allé grimper l'an dernier, par exemple. Ah, c'est vrai. Et c'est comme ça que ça bouge. Et là, en fait, où le rôle de la fédé internationale est important, c'est qu'à ce moment-là, quand il y a des moyens qui arrivent, pour autant qu'ils arrivent, c'est à nous de dire, attention, il faut le faire de cette manière. Pour pas non plus que vous fassiez n'importe quoi, et puis pour pas non plus que vous passiez tout de suite, ah oui, je vais avoir une médaille aux Jeux de Paris. Non, il y a un travail d'un développement équilibré, en respect avec toutes les pratiques de l'escalade. Et ça, par contre, c'est le travail de tous les jours de la Fédé internationale sur son développement, qui n'est pas nécessairement connecté avec les Jeux. Et donc on a bien compris, on est invité, donc on essaie de s'habiller comme il est de rigueur pour rentrer dans la salle de repas, pour un public non averti, qui va peut-être découvrir l'escalade de la même manière que ceux d'entre nous qui sont les plus vieux dans la salle ont découvert en 82 au carnet de l'aventure avec Ed Linger et sa fameuse vidéo à 20h un samedi soir. Donc ils vont voir l'escalade aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est lisible pour vous? Je le fais volontiers pour vous, Kata. Est-ce que c'est lisible en termes de qui gagne, qui perd? Alors, je ne vous parle pas de la vitesse, effectivement, le premier qui arrive en haut, on sait qu'il a gagné. Là, c'est un combiné, donc ça veut dire que j'imagine qu'il va falloir... Vous allez peut-être nous dire d'ailleurs un petit peu comment ça se présente aujourd'hui, parce qu'il y a eu des pré-tests, notamment au niveau des jeunes, au niveau des classements. Enfin voilà, il a fallu aussi travailler à votre niveau pour savoir comment vous alliez faire. Donc est-ce que c'est lisible? Est-ce que ça va être lisible pour un... Est-ce que le public va suivre ça va se dérouler sur 3-4 jours? Est-ce que le public va suivre 3 jours en se disant finalement, au bout du 3e, je saurai qui gagne? Alors ça va se dérouler sur 4 jours. Il y a 2 jours pour les hommes, 2 jours pour les femmes. Est-ce que ça va être lisible? Mais ça, c'est un gros débat aussi. Et je trouve que nous, les grimpeurs, on est extrêmement critiques sur nous-mêmes. Et en fait, quand on observe, combien de fois on s'est mis un stress phénoménal sur des événements? Il y a eu les Jeux Olympiques jeunes, Buenos Aires, il y a eu les World Games aussi, où on se disait, non mais là on comprend rien, non mais là ça va pas, la voie elle est trop dure, là ça glisse, non mais c'est quoi cette ouverture? Enfin, je vous passe, voilà. Et on avait les gens qui étaient là, mais c'est génial votre truc, c'est génial. Alors après, est-ce qu'ils saisissent les petites nuances? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, peut-être pas. Mais à la fin, ce qui est important, c'est l'émotion que ça dégage et l'impression qu'ils en retirent. Et qu'ils se disent éventuellement, c'est pas mal, j'aimerais bien essayer. Voilà, mais est-ce que ça va vraiment être lisible sur tout? Peut-être pas. Après, nous, on va faire notre travail avec des moyens graphiques, sur les écrans, sur le système de scoring pour le score, de manière à ce que ça soit le plus simple possible avec les éléments technologiques. Mais entre vous et moi, on n'est pas les plus compliqués. Hein. Loin de là. Donc du coup, on part aussi quand même sur des bonnes bases. Et puis il y a une nouveauté. Donc je pense que c'est pas si pire, même si c'est quand même intéressant de se poser la question, est-ce que c'est suffisamment lisible? Après, je peux peut-être aussi un peu avancer dans le débat. Le problème, c'est que des fois, quand on se dit on n'est pas assez lisible, il faut changer, on retombe dans les batailles d'avant. Ah ben non, on ne change pas parce que la nature du sport, machin, tout ça. Donc ce débat-là, il faut l'avoir, mais il faut
pas non plus oublier qu'à la fin, c'est un sport qui est quand même hyper simple, quoi. Le but, c'est d'arriver en haut. Ouais. Le détail très rapidement du combiné, en fait, on multiplie les places. Donc, si vous êtes premier à la vitesse... On va être 20, je crois. Hein. Pardon? On va être 20. Oui, ils sont 20. Ils sont 20. Donc ça, c'était le quota imposé par le 20 garçons, le CIO, voilà. Donc on multiplie si vous êtes premier à la vitesse, deuxième en bloc, troisième en lead, ça vous fait 6 points. Et chaque valeur a le même coefficient. Exactement. Donc on a eu des débats aussi, est-ce qu'il faut compter par exemple le temps de la vitesse, le nombre de blocs, le nombre de prises en lead, mais on a voulu aller vers un truc extrêmement simple. La seule chose, il y avait le débat entre l'addition et la multiplication, et ça c'est venu de la commission athlète qui a été consultée en fait, de A à Z dans le processus, qui nous disait nous ce qu'on voudrait c'est quelqu'un comme, je reprends l'exemple de Adam Ondra au championnat du monde de Paris qui fait premier, je crois. Premier et 2, je crois. Premier et 2. À Paris, non, premier, je crois. Ouais, bon, enfin peu importe. Bref, enfin, il n'est jamais très loin du Et podium. même si, voilà, même s'il est plus mauvais en vitesse, on veut que ça soit lui le champion. Et donc, en fait, on ne veut pas quelqu'un qui soit moyen, parce que si vous faites une addition, en fait, vous lissez la performance. Donc, si vous multipliez, vous exacerbez les bonnes et les mauvaises performances, mais quand même, on a des gens avec des bonnes performances, et donc on a des top grimpeurs, entre guillemets. Donc ça a été le choix, et c'est pour ça qu'on est parti sur la multiplication. Et après, discipline par discipline, c'est des choses extrêmement classiques. La vitesse, c'est le truc classique, les blocs, il y a 3 blocs en finale, et puis une voie, voilà. D'accord. Est-ce que cette mise en avant du combiné, alors je pose la question à tout le monde, hein, collectivement, on peut imaginer que ça va modifier les formes de pratiques compétitives à un moment donné? Est-ce qu'on va aller vers finalement du combiné de plus en plus? J'imagine qu'en termes de préparation, déjà les gens vont s'orienter vers ça dans les fédérations nationales diverses, puisqu'on va essayer de qualifier des gens. Là, il y a une qualification qui a lieu dans 8 jours là, en France. Donc est-ce que ça va vraiment attirer, on va finalement avoir un combiné comme référence de base pour les compétitions futures, ou est-ce qu'on va aller vers le très haut niveau, pour reprendre le terme de M. Angonin tout à l'heure, le très haut niveau va être concerné par cette formule de combiné, et puis à côté on va garder soit les 3 autres disciplines, soit on va en inventer d'autres. Enfin, alors, je peux commencer, puis après je passe les échelons nationaux. En fait, nous on a 2 perceptions. La première, extrêmement pragmatique, c'est qu'en fait, ce combiné, il existe, mais il est mort-né. Parce qu'on part à Paris 2024, on commence déjà à le saucissonner. Ça veut dire que derrière, qui va vouloir organiser encore un combiné où il faut les 3 disciplines, il faut du coup pas mal de journées. Donc la question se pose vraiment. Donc ça, c'est plus la partie technique organisationnelle, et en fait, c'est un peu dans les mains des fédérations nationales. Le deuxième aspect qui est plus intéressant, je trouve, c'est que notre observation, ça a fait des grimpeurs extrêmement complets. Et moi, j'ai vu des bloqueurs, des gens de la DIF se régaler en vitesse. Ils ont inventé de nouvelles méthodes, et ça donne quelque chose, en fait, encore une fois, on retombe dans la richesse, quoi. Plus on grimpe, quoi que ce soit, et en fait, plus on devient riche, et meilleur on devient. Et ça, c'est notre observation, nous, 2 ans après. Alors qu'au début, il y avait un lever de bouclier. Alors effectivement, on n'avait pas expliqué l'histoire. Dès qu'on a expliqué l'histoire, ça s'est bien passé. Mais il y avait fondamentalement un problème. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça nous dépasse un peu. C'est les pratiques, c'est les fédés organisatrices d'événements. Oui, bon, Pierre sera mieux placé que moi pour répondre. Simplement, alors, ce qui va être compliqué, je pense, pour notamment la FFME, où cette pratique compétitive, comme je disais tout à l'heure, est quand même une des priorités, c'est que, contrairement à d'autres sports, on va avoir un format olympique qui est différent des autres formats. Même s'il y a quand même aujourd'hui un championnat du monde du combiné, il y a ce qui est un classement de Coupe du Monde général du combiné, ça je sais pas. Il y a aussi, mais bon, donc c'est compliqué, parce que par exemple, en athlétisme, c'est différent. C'est-à-dire que ce qui se passe au moment des Jeux, c'est ce qui se passe aussi au niveau des championnats du monde, Coupe du Monde, etc., championnats d'Europe. Et donc là, ça va dépendre, à mon avis, de comment ils voient la chose. Si le seul avenir et le seul objectif, c'est le format olympique,
Alors là, comment gérer ça pour inciter les gens, comment s'y retrouver par rapport à ça, ça va être compliqué, même si, comme tu le dis, c'est intéressant de participer à tout, qu'a priori les gens trouvent que finalement, c'était pas si mal et que de s'entraîner aussi pour la vitesse, ça amène d'autres choses pour le bloc, pour ça, je veux bien le croire, mais ça va quand même être un peu difficile. Voilà, en fait, ça va dépendre vraiment de ça. C'est si on ne considère maintenant la performance et la réussite qu'à travers une performance sur le format olympique ou pas. Voilà. Enfin, je sais pas comment vous vivez, comment vous voyez ça au niveau de la FFME, mais... Alors, je rappelle, je m'exprime au niveau de la Ligue, pas au niveau du national. Je ne suis pas élu national. D'abord, le combiné tel qu'il sera olympique est extrêmement transitoire. C'est-à-dire que, grosso modo, si je ne dis pas de bêtises, le 8 août 2020, on ne parle plus de combiné. 9. Ou 9, un truc comme ça. Non, mais je parle Jeux Olympiques. J'y viens justement à ça. Aux Jeux Olympiques, on n'en parle plus. Donc, grosso modo, le format combiné tel qu'il existe, je dirais que ça va passer dans les oubliettes et qu'on va passer à autre chose. Bon, ça c'est... Oui, à Paris, ce sera quand même un combiné de 2... Oui, mais ça sera combiné bloc-difficulté. C'est pas, oui, mais ça reste quand même un combiné, on est d'accord. Oui, mais justement, je vais y venir. Le combiné, il existe en France. Dans nos écoles de sport, ils sont tous formés au combiné. Les poussins benjamin, toutes les compétitions sont du combiné. Donc, à un moment donné, après, on arrête en minime. À mon avis, c'est un immense drame pour moi, parce que... une petite anecdote, là, je suis un peu formateur d'entraîneur à l'université. J'ai appris une chose, c'est que un grimpeur, quand il est jeune, son idole, c'est son entraîneur. Et quand l'entraîneur, il dit aux jeunes, tu sais, la vitesse, c'est pas de l'escalade. Puis après, le jeune, il grandit, et puis il arrive en minime, P20 minime, junior, cadet, et puis il dit, ouais, non, mais la vitesse, c'est nul. Et puis l'entraîneur, il dit, bah, tu vois, c'est pas la peine de faire la vitesse parce qu'il dit que c'est nul. Mais oui, mais c'est parce que je lui ai dit quand il était petit que c'était nul. Parce qu'il m'a écouté, parce que j'étais le référent. Donc à un moment donné, en tant qu'entraîneur, est-ce qu'on a aussi comme devoir de transmettre nos convictions profondes, ou est-ce qu'on a comme devoir, effectivement, de transmettre ce qu'est le sport dans lequel, effectivement, on travaille? Ça, c'est une question que je pose et auquel je ne répondrai pas. Mais j'ai quand même ma petite réponse derrière. Mais le combiné, pour moi, c'est une opportunité, en tout cas pour les jeunes. Quand Adam Ondra, il y a 2 jours, il va en Tchécoslovaquie et il se tape 2 8C blocs et un 8B+, dans la même séance, je suis désolé, si Adam Ondra est capable de faire une voix comme Silence, c'est tout simplement parce qu'il a ce niveau-là en bloc. S'il n'avait pas ce niveau-là en bloc, il ne serait pas capable de le faire, parce qu'intrinsèquement dans Silence, c'est un tracé très bloc. C'est une succession. C'est une succession de passages qui vont durer au maximum 45 secondes et entre lesquels il va se reposer à peu près 1 minute 30. C'est-à-dire que grosso modo, physiologiquement, si on fait de la science, c'est l'anaérobie lactique, voire il va basculer un peu dans le lactate à la fin, mais de toute façon, s'il ne fait pas du bloc, s'il n'est pas au niveau en bloc, il est incapable de le faire. Si on regarde intrinsèquement dans les 45 secondes comment il grimpe, il y a un moment donné, il fait 10 prises, et les 10 prises, il les passe à peu près en 1 seconde 2. C'est-à-dire que si le gars, il n'est pas capable de grimper rapidement, parce qu'il ne peut pas tenir les prises, il ne les tient pas. Donc il est obligé d'avancer dessus, il va travailler sur l'inertie. Et la vitesse a cette qualité pédagogique de nous apprendre effectivement à avancer sur l'inertie. C'est-à-dire que je prends par exemple le départ de la voie de vitesse, où on chante le départ à gauche avec le virage, on va directement en faisant le pied-main. On est incapable de faire le pied-main si notre vitesse au départ n'est pas suffisante. Et en particulier si nous, on n'est pas adhérent, et là on zip et on tombe. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de travailler sur cette avancée, sur cette inertie. C'est exactement comme gymnastique, si on vous demandait de faire un triple salto après une rondade, et que vous arrêtez après la rondade flip, vous arrêtez, après vous faites le triple. C'est naturellement, vous ne le ferez pas. Je suis pas sûr que tout le monde soit, bon, au summum de l'analyse de la gymnastique dans cette salle. C'est comme si vous faisiez un 100 hauteur, vous faites la course de l'an, vous arrêtez, vous sautez 1m80 derrière. C'est exactement pareil, vous ne sauterez jamais 1m80. Donc à un moment donné, l'escalade est en train d'évoluer vers ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement les mouvements statiques, les mouvements qu'on faisait les beaux mouvements qu'on faisait en falaise, en fait, sont en train de disparaître au profit des mouvements hyper dynamiques. Donc on a la nécessité d'être très bon en bloc, on a la nécessité d'être très bon en vitesse.
de manière à pouvoir le réinvestir effectivement. Et je pense que la logique du combiné telle qu'elle est au JO, on commence par la vitesse, puis le bloc, et on arrive à la difficulté. En fait, quelque part, la difficulté, c'est l'accomplissement effectivement de toutes ces qualités physiques qui vont s'exprimer dans la cadre de difficulté, à mon sens. Après, on va passer effectivement à un combiné bloc-difficulté que je trouve parfaitement logique. Et vitesse à côté. Et vitesse à côté, mais que bloc-difficulté que je trouve d'une logique parfaite, parce qu'effectivement, c'est ce que j'expliquais avec Adam, pour être bon en difficulté, de toute façon, il n'y a plus de secret. Maintenant, il faut être excellent en bloc. Voilà, donc... Ouais, mais je pense à une petite nuance près. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est que pour être bon en diff, il va falloir être bon aussi en bloc et t'entraîner en bloc forcément pour être bon en diff. Mais de là à être performant dans les deux le jour J, c'est différent. Je m'explique. C'est comme en natation, les longues distances. Par exemple, ceux qui sont bons aujourd'hui, par exemple, en nage, ça s'appelle en eau libre, en 10 000 mètres, ils sont bons aussi. Ça se finit au sprint. Et en fait, ils s'entraînent aussi, s'ils ne sont pas bons sprinteurs, ils ne peuvent pas gagner le 10 000. Par contre, si on leur demandait le jour, au moment des Jeux, de faire en même temps un 50 mètres nage libre et en même temps un 10 000 mètres, et là c'est compliqué. C'est comme si en athlète, qu'on dit à quelqu'un, il va falloir qu'au moment des Jeux, tu sois bon en 100 mètres, tu sois bon en 5000. Là, et ça ne veut pas dire que celui qui fait que du 5000, il ne s'entraîne pas en sprint pendant l'année, mais de là à être bon dans les deux et que ça s'additionne de jour, je trouve que c'est là la complexité. C'est là que ça devient un débat, c'est intéressant. Voilà. Parce qu'en fait, si on regarde par exemple au Japon, dernière compète de Coupe du Monde au Japon, tous les grimpeurs hommes tombent au bout de 2 minutes 30 de grimpe. 2 minutes 30 de grimpe. C'est-à-dire qu'on est sur une filière totalement anaérobie, et quand on regarde l'épreuve de bloc, c'est la même durée. C'est qu'en fait, la seule différence, c'est que le bloc, il retourne au sol, il se repose un peu, alors qu'on dit, mais à la sortie, ils ont grimpé exactement. En fait, on est dans les mêmes filières. Oui, ça, à une petite nuance près. Non, mais à une nuance près, c'est que sur une distance, on ne peut pas, un 100 mètres, c'est un 100 mètres, un 5000, c'est un 5000, c'est universel, c'est comme ça, point. Une voie en diff, attention, ça va dépendre du profil, du mur, de l'ouverture, de plein de choses. Le temps, les 2 minutes 30, comme tu dis, c'est 2 minutes 30 par exemple à tel moment. Le week-end d'après, ça sera peut-être 3 minutes 30. Je parle en compétition. Oui, mais même en compétition, et peut-être le week-end après, ce sera encore 1 minute 50 parce qu'il y a eu un padlock au milieu qui s'emmerde. Tu vois ce que je veux dire? Comme l'ouverture, c'est la particularité de l'escalade, c'est que chaque week-end, l'épreuve finalement elle est différente, parce que le support est différent. C'est comme un tracé en ski, hein, c'est exactement pareil. On ne peut pas se dire ça va être tout le temps 2 minutes 30 et là l'effort est de temps. Non, c'est... Et par contre, ce que je suis d'accord, on a vu quand même un peu la tendance, c'est que les ouvertures normalement en diff se sont rapprochées de celles du bloc pour différentes raisons, d'un point de vue du spectacle, d'un point de vue... et puis voilà, puis on voit bien qu'aujourd'hui, pour faire tomber les gens, ça ne va pas être sur de la récup, ça ne va pas être sur... Mais voilà, c'est parce qu'on essaye de se les rapprocher les deux, parce que ça arrange un peu tout le monde, mais voilà, en fait, finalement, on est peut-être en train de tuer la diff, pour que ça arrange un peu tout le monde, tu vois ce que... Enfin, on peut en discuter pendant les heures, mais... Si vous voulez répondre avant qu'on rentre dans un débat trop technique pour peut-être une partie de la salle. J'ai envie de vous dire le grimpeur de 2008 qui fait, je crois, or aux Europes, il aurait fait aussi or en diff et en vitesse. Non. Mais en fait, à ce stade-là, alors les débats des temps et les débats de est-ce qu'on tue pas, ils sont valables, mais ils sont... Moi, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas nécessaires aujourd'hui dans le contexte olympique, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas sur ces bases-là qu'on a fait nos choix. Mais ceci dit, c'est un exercice extrêmement difficile, ce combiné, pour les athlètes. Donc il faut leur tirer le chapeau, parce que c'est vraiment dur en termes d'entraînement, et c'est déjà, moi je trouve par exemple, si je regarde que le bloc entre l'époque où j'étais et maintenant, le niveau monte, et en fait entre le début de ma carrière et la fin de ma carrière, si on faisait une erreur au début, on perdait 2-3 places. À la fin, si on faisait une erreur, on en perdait 10. Maintenant, on peut vite se retrouver, en fait, même pas en finale, alors qu'on a gagné. C'était au dernier championnat. Et donc ça, oui, voilà. Donc en fait, ça commence à se tendre un petit peu, à devenir dur. Et alors, quand on passe au mode combiné, non mais voilà, c'est une catastrophe. Parce que la vitesse, quand on a l'habitude de gérer une performance en mode bloc, avec un timing, 5 mouvements,
d'un coup on se retrouve face à un chrono, une zipette et on perd un quart de seconde, mais c'est des concepts qu'on n'a pas quand on est bloqueur. Et tous ces trucs-là, ça fait que gagner un combiné, faut quand même être réveillé. Il faut quand même être salement réveillé. Donc c'est intéressant. On aura essayé. C'est transitoire, vous nous l'avez dit. C'est transitoire, mais après on verra, parce que peut-être que ça va être un truc où les gens vont se dire mais c'est cool. Je pense que ça va être difficile parce que d'une, c'est pas lié à la pratique qu'on a nous tous dans les salles d'escalade. Ça serait le truc, on rentrerait, on ferait 1 heure de vitesse, 2 heures de bloc, ça serait plus facile de maintenir. Là, ça va être plus difficile, 1 pour ça, 2 parce que c'est ce que je viens d'expliquer, c'est extrêmement compliqué, et 3 pour les aspects logistiques, parce qu'il faut 3 murs. Et en compétition, 3 murs, c'est un budget, donc je pense que ça va être dur. Après, on peut toujours, sur un championnat du monde où aujourd'hui on a les 3 disciplines, on peut toujours dire, écoutez les gars, on multiplie vos places, quoi. Et puis on a un classement. Donc ça va rester, mais encore une fois, il ne faut pas présager parce que peut-être qu'il y avoir une dynamique et puis ça va rester. Mais bon, ça, on verra. Monsieur En termes d'organisation, très rapidement, c'est vrai que c'est absolument impossible d'organiser un circuit, en tout cas au niveau national, du combiné. D'abord, ça limite énormément les compétiteurs. Il faut savoir aussi que quand on organise une Coupe de France, on a les jeunes, donc on va de minime à junior, donc ça fait plus les hommes et les femmes, ça fait déjà 6 catégories. Imaginez qu'on mette 20 grimpeurs par catégorie. S'il faut gérer tout ça dans une journée, c'est absolument impossible. De toute façon, ce sera, je dirais très clairement, on ne pourra pas l'organiser. Nous, la solution qu'on a trouvée au niveau de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, j'oublie toujours le verbe, c'est qu'on organise un championnat en fait par équipe du combiné, effectivement, qui est à mon avis qu'une solution qui est pas mal, qu'on va tester cette année là, d'ici un mois. Mais on pourra difficilement aller plus loin, à moins de faire des épreuves effectivement qualificatives pour des championnats qui seront organisés par le national. Mais c'est vrai que nous, à notre niveau, on n'ira pas. Et les épreuves combinées qu'on gardera, c'est le format Poussin-Benjamin, où effectivement on fera les épreuves sur 2 jours. Et d'ailleurs, ce Poussin-Benjamin, si je ne dis pas de bêtises, on additionne et on ne multiplie pas les... Voilà. C'est qu'on favorise la pluridisciplinarité plutôt que la spécialité. Après, voilà, juste pour compléter un truc, parce que on tape sur le combiné quand même pas mal, et c'est vrai qu'on a parlé des difficultés. Mais ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est comment on l'a construit. Celui qui va gagner au jeu, on ne pourra pas dire que ce n'est pas un bon grimpeur. Ce sera peut-être. Alors, ce qui pose débat, c'est que ce sera peut-être pas un grimpeur de notoriété, mais par contre, ce sera un très bon grimpeur. Si vous regardez les derniers résultats, ceux qui ont gagné, c'est quand même loin d'être des quiches. Hein. Voilà. Oui, non, mais on est clair. On est clair. Donc, du coup, je trouve que on l'a dit, c'est un truc qui a été un peu construit, mais ça reste basé sur nos disciplines, et ça fait qu'aujourd'hui, ça va couronner quand même des gens qui sont quand même super forts. Et on a compris aussi que c'est des gens qui ont eu des conditions de préparation de cette échéance olympique de Tokyo compliquées, puisque si vous prenez les Coupes du Monde, nous dans la région on a Briançon, Chamonix, moi je me rappelle 2016, on avait une équipe japonaise très très forte avec des très bons grimpeurs jeunes, mais ils sont venus faire de la difficulté à Briançon, ils n'ont pas fait les autres. Donc effectivement cette condition de préparation, on l'a bien compris, était compliquée, puisque les combinés, on les a pas forcément vus. On va peut-être envisager ce que nous évoquions tout à l'heure, Monsieur Le Brenner, cet équilibre maintenant entre la compétition et les autres pratiques, avec un contrat d'objectif qui va être signé quand même, enfin qui est signé sur des résultats sportifs, vous nous l'avez expliqué, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau des collectivités, très souvent il y a ce volet résultats sportifs qui rentre dans le contrat et donc par conséquence par l'attribution de subventions. À un moment donné, vous nous aviez bien dit, c'est un choix politique. Donc ce choix politique, alors j'ai bien compris que vous n'étiez pas président de la Fédération française, donc simplement à votre niveau, comment vous l'envisagez entre équilibre d'une pratique de loisir et une pratique compétitive, avec effectivement beaucoup de moyens nécessaires et dus à la forme de pratique pour la compétition, on a bien compris, les entraîneurs, etc. etc. Donc comment on arrive avec un portefeuille qui reste le même, à équilibrer les choses, ou du moins à ne pas négliger l'une discipline par rapport à l'autre, ou à ne pas favoriser l'une par rapport à l'autre?
Alors, la politique au sens noble du terme, c'est qu'on a une idée, on a un idéal, on a une vision de ce que sera l'escalade dans 10 ans, de ce qu'on voudrait qu'elle soit, et on va essayer de le mettre en œuvre. Voilà, pour moi, c'est ça la politique. Et c'est comme ça que, en tout cas, j'ai toujours travaillé. Vous avez compris, vous l'avez très bien compris, je suis extrêmement attaché au site naturel. Par expérience, on s'aperçoit que les meilleurs compétiteurs, ce sont ceux qui sont les meilleurs en site naturel. Il y a une raison à ça, en particulier quand on a du mal à aller visiter toutes les salles, tous les ouvreurs, etc. C'est que quand on travaille en salle, souvent les meilleurs compétiteurs, si on n'a pas des ouvreurs, ben, on va ouvrir nous-mêmes nos blocs. Et à un moment donné, en fait, on va adapter le mur à notre gestuel. Quand on va au site naturel, on adapte notre gestuel au mur. C'est-à-dire que d'un côté, on a une capacité d'adaptation qui est absolument énorme, une bibliothèque gestuelle qui est extraordinaire. De l'autre côté, on reste dans des stéréotypes. Et c'est pour ça que je suis absolument persuadé que d'aller grimper en site naturel fait partie de la formation. Ça, c'est en termes de formation. Ensuite, en termes de loisirs, on oublie complètement le côté compétitif. Je prends l'exemple de la gym. Le gamin qui fait de la gym, il va tous les jours en salle. Et puis un jour, il en a marre d'aller en salle, et puis il va découvrir qu'il peut faire quelque chose d'autre avec ses copains, et puis il va arrêter la gymnastique. En escalade, quand on va en site naturel, on grimpe, d'accord, on discute, on partage. Je me rappelle de soirées au sommet du Sossois, autour du feu, à discuter. T'as connu ça, Françoise? Je m'intéresse à elle, mais... Ou à Bioux, on dormait dans la grotte au-dessus de l'auberge des Seguins, etc. Donc, à un moment donné, quand on en a marre de faire de la salle, on se dit, mais je ne vais pas arrêter l'escalade parce que ces moments-là où je ne grimpe pas, j'ai envie de continuer à les vivre. Et on va continuer à les vivre, même si effectivement... Et un jour, on va revenir à l'escalade. C'est qu'en fait, voilà, et à mon avis, le site naturel a cette vertu absolument essentielle, c'est de nous rattacher à nos racines. De nous rattacher à nos racines, de nous rattacher à ce que nous sommes nous-mêmes. C'est un peu un côté un peu philosophique, mais je pense que c'est super important. Et là, je dirais que la salle n'est plus un but en soi, ça devient un moyen effectivement de se développer en site naturel. Parce que, in fine, moi je suis désolé, à 50 balais, à plus de 50 balais, j'ai arrêté la compète il y a à peu près 5 ans maintenant, et ben je vais en site naturel, je vais m'éclater avec les copains, et puis même si j'ai pas envie de grimper, je vais les assurer, il y aura quelque chose à partager, je vais ressentir le mouvement, je vais ressentir au bout de la corde ce qui se passe, quoi. Et ça, je suis désolé, ça reste, quoi. Monsieur Angodin, ça renforce la philosophie de votre fédération, je pense aussi. C'est dans cet esprit-là que vous vous inscrivez. Oui, pour nous c'est une évidence. Bon, nous à la FFK, il y a 100 000 adhérents, sur les 100 000, il y en a 50 000 qui déclarent pratiquer l'escalade. On a 180 écoles d'escalade qui s'adressent aux jeunes mineurs avec 10 000 jeunes inscrits dans ces écoles. Et donc ces écoles d'escalade, pour des raisons pratiques, purement, ont un fonctionnement qui est au départ en fait axé sur la pratique en SAE parce que c'est SAE malgré tout c'est le seul moyen de pouvoir pratiquer partout en France à tout moment, quelle que soit la météo. Mais qu'on l'a considéré dès le départ comme une porte d'entrée. Nous, notre objectif, c'est que les gens aient une pratique en milieu naturel, autonome, responsable. Voilà. Donc ça, évidemment. Après, on voit bien... Alors juste une petite remarque par rapport aux compétiteurs. Après ça se discute, mais qui sont très forts, ceux qui sont très forts en compétition aujourd'hui sont aussi les meilleurs en falaise. Mais je crois qu'il faut quand même pas... faut être honnête, en fait, s'ils sont forts en falaise, c'est parce qu'ils sont extrêmement forts à l'intérieur et en entraînement. Et il y en a, moi j'en vois quand même, qui ne grimpent qu'à l'intérieur. Voilà. Et qui sortent 2 fois dans l'année, ou 3 fois. Ils s'adaptent hyper rapidement et ils font les voies les plus dures. Terminé. L'inverse est faux. Par contre, quelqu'un qui ne grimpe que dehors, le jour où on le met devant une structure avec des ouvertures de compétition, il ne fait rien. Voilà. Donc en fait, c'est pas... même si on peut y trouver quand même, il y a forcément un intérêt de sortir de temps en temps un peu dehors, mais pour être champion olympique, c'est pas ça qui va faire qu'on va être champion olympique. Enfin, je pense. Après, pour revenir sur l'intérêt et ce qui existe effectivement, et ce qui concerne une grande majorité des pratiquants aujourd'hui en France, qui est la pratique de loisirs et le cas particulier de la pratique en milieu naturel,
Là où ça devient quand même compliqué, ce qui nous inquiète nous un petit peu à la fédération, ce qui est la principale préoccupation aujourd'hui, c'est ce fameux accès qui était plus quand même jusqu'à présent facile, libre, par le biais des conventionnements de sites naturels d'escalade qui étaient signés avec en grande majorité des comités territoriaux de la FFME et des propriétaires privés ou des communautés des communautés de communes. Et que ça, c'est un peu remis en question aujourd'hui. C'est un peu flou, c'est un peu le bazar. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Et que ça, nous, on l'observe, on fait ce qu'on peut au mieux. On conventionne aussi des sites parce que c'est nous ce qui nous... Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un de nos principaux objectifs, c'est de garantir cet accès à la pratique au milieu naturel et qu'on est confronté aujourd'hui à suite différentes choses, mais notamment un accident qu'il y a eu à Vingros il y a quelques années. Et ça devient compliqué. Voilà. Et ce qui nous inquiète, c'est ça. Et comment on va s'en sortir et comment ça s'inscrit justement, quand je disais tout à l'heure, l'impact sur l'olympisme, ça va dépendre de comment vont voir les acteurs, tous les acteurs de l'escalade, hein, je reviens sur les fabricants, les fédérations, si elles ne regardent que ça, ou si elles se disent, mince, il y a aussi l'accès au milieu naturel, comment on fait, quels moyens on y met, humains, financiers, est-ce qu'on y travaille de manière collective, tous les acteurs, tous ensemble, on se met autour d'une table, et on se dit là maintenant, on est tous concernés, tous. Ou alors on continue, on fait, ouais non, chacun reste dans sa boutique et se débrouille. Voilà, donc la question est posée et c'est vrai que faut essayer de trouver une solution. La question est posée et elle restera posée jusqu'à demain 14h15. Puisque vous avez une table ronde et une conférence qui va se dérouler, je crois, dans la salle du bas, la salle de conférence, enfin la salle en bas, qui porte sur ce thème. Donc je vous invite tous à venir et écouter les réponses qui seront certainement apportées à ce moment-là. Monsieur Meyer, une réaction auparavant, je vous ai vu, non Avant qu'on donne la parole au public. Alors non, juste rebondir sur ce qu'a dit Didier à l'instant, en fait, qui est qu'on se préoccupe de ça et qu'est-ce qu'on en fait. C'est un message que je n'ai pas passé encore dans le contexte olympique, mais donc on est embarqué sur ce train, ce bateau olympique, peu importe, mais il y a des craintes. Mais notre message, nous, c'est qu'il faut tous qu'on s'en empare. Parce que soit on laisse en fait le mouvement olympique s'occuper de notre sport dans ce contexte-là, ils en feront ce qu'ils ont besoin d'en faire, soit sinon on s'implique là-dedans. Et ça, c'est valable pour tous les acteurs, que ce soit départemental, national. Rien n'est écrit par rapport à ce qui va se passer par rapport à un jeu, rien n'est écrit en termes de comportement sportif, rien n'est écrit en termes de gouvernance. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne s'implique pas et qu'on ne prend pas des positions face à ce statut olympique, on ne sera pas en contrôle de notre sport. Et jusqu'à présent, on l'a toujours été. Sauf que là, on a quand même une espèce... Comme j'ai fait des interventions récemment, où la première slide, c'était un tsunami. En fait, c'est simple, hein, soit on apprend à nager ou à surfer, soit sinon, on baisse la tête, on attend que ça passe. Mais moi, je pense que ça vaudrait le coup qu'on s'en empare et que tous, on se dise, c'est là, et il faut s'en servir pour faire ce qu'on veut de l'escalade et ce que nous, grimpeurs, on veut en faire. Donc voilà. Et c'est pas impossible, mais simplement, il faut qu'on s'y mette et pas qu'on se dise, non mais ça va passer comme un orage. Vous rejoignez en cela M. Bourdin qui disait on est tous les sorciers, donc tous votants, donc la politique c'est nous. La parole va être distribuée, donc il y a juste la contrainte, on va avancer le micro le plus possible, mais peut-être éventuellement vous allez être obligé de vous lever un tout petit peu pour poser votre question, mais n'hésitez pas, profitez de la présence des intervenants pour poser des questions sur ce thème. Quelqu'un va commencer. Voilà, on fait... Je pense que c'est une question pour Jérôme. Les Jeux Olympiques de Tokyo n'ont pas encore lieu, parce que je sais. On est sur un tri combiné. Et comment on peut savoir déjà que pour les Jeux Olympiques de 2024, ça va pas être sous le même format? Moi, ça me triture ce truc-là. Je comprends pas. C'est-à-dire, vous avez déjà bossé sur 2024 en disant, alors que ça n'a pas eu lieu, qu'on n'a pas vu comment c'était les incidences, les avantages, les inconvénients. Et là, on est déjà sur 2024 et on sait que ça sera des combinés, mais c'est pareil, quoi. Vitesse et... Yes.
Merci Snoop pour la question. En fait, il faut... Non, mais ça vaut le coup de rappeler. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que l'idée de l'IFSC, c'est d'amener ces 3 disciplines avec 3 médailles distinctes. Par conséquent, quand on a attaqué les discussions sur 2024, et on a fait candidature en même temps que d'autres sports, hein, je veux rappeler que ça ne s'est pas passé comme ça en disant les gars, vous y êtes, c'est parti. D'autres sports, et on a perdu dans la bataille le karaté et le baseball. Et nous, on est arrivé avec une proposition en disant on pense que si on a une médaille de plus, 2 médailles de plus, et comme je l'ai dit, plein d'athlètes, ça va apporter une valeur ajoutée. Non, on n'était pas en mesure de faire une analyse vraiment objective du combiné des impacts sportifs, des impacts organisationnels, des impacts. Mais parce que le contrat de départ à l'intérieur de l'IFSC, c'était d'avoir 3 médailles minimum. Donc on est parti là-dessus. Il y a eu Buenos Aires, il y a eu les Jeux Olympiques jeunes de Buenos Aires, mais ce que ça a permis de valider à Buenos Aires, c'est l'intérêt de l'escalade. On a eu des super retours de Buenos Aires. Mais ça, c'était le contrat de base, en fait, entre guillemets. C'est pas une déclaration, mais c'est la position de l'IFSC aujourd'hui, amener les 3 disciplines de manière séparée. Mais en face, par contre, on a aussi des interlocuteurs qui, eux, se disent « est-ce que ça nous sert à quelque chose ?» Et eux, où ils ont vu un intérêt, le mouvement olympique, c'est comme je vous l'ai dit, si on ajoute la discipline, si on met à part, c'est pas les mêmes athlètes, hein. Attention, hein. C'est 2 systèmes de sélection différents. En fait, aujourd'hui, si à Tokyo on changeait et qu'on coupait la vitesse, qu'on mettait la vitesse à part, tous les athlètes, je crois qu'on aura 16 athlètes en plus, 16 plus 16, ça vient de 10 nouveaux pays. Et c'est 10 athlètes qui ne seront pas à Tokyo. Donc on gagne en richesse, on gagne j'ai perdu le terme, mais en gros en variété de nationalités. Et ça, c'était un point important pour le comité d'organisation LCI. Merci. Ouais, j'ai une autre question sur ces JO. D'un point de vue sportif, là, les sportifs qui s'entraînent en ce moment pour les 3 disciplines, ils vont faire les JO de 2020. Le et la gagnante de cette discipline ne pourra pas remettre son jeu en 2024, parce que ça passera sur deux disciplines. Alors, est-ce que vous avez déjà un peu des retours sur là, cette phase de préparation pour les sportifs? Et je fais une deuxième question dans la première. Est-ce que pour le média et le public, on ne va pas se dire, ok, en fait, les JO escalade, ça commencera que vraiment en 2024? Parce que d'un point de vue sportif, on pourra remettre les titres en jeu d'une année, enfin, d'un olympique sur l'autre, quoi. Alors, c'est une perspective, parce que cette notion de remettre un titre en jeu, on peut aussi dire qu'il n'est pas nécessairement valable, surtout au bout de 4 ans. Mais ceci dit, pourquoi pas? Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est comme je viens d'expliquer, à Paris, si tout va bien, on aura des nouveaux athlètes. Donc, Ali Reza, qui est un Iranien, qui est super bon, hyper spécialisé en vitesse, lui va pouvoir tenter un podium olympique. Je prends Tomoa Narasaki, qui a gagné le championnat du monde de combi et qui est sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Lui, à Paris 2024, il pourra tenter encore d'avoir une médaille olympique. Pourquoi? Parce que lui vient du bloc et de la lead. Donc en fait, on aura une continuité pour certains athlètes, mais on va pouvoir... Alors après, tout ça, c'est de la théorie, on attendra de voir. Hein. Mais en attendant, nous, c'est notre pari, c'est qu'on va amener des nouveaux athlètes qui pourront, eux, créer un challenge olympique. Et par contre, ceux qui sont là aujourd'hui, y compris les spécialistes de la vitesse, on a une Polonaise qui est je les ai plus tous en tête, mais si on a un spécialiste de la vitesse qui se qualifie, c'est ça que je veux dire, pour Tokyo, eh ben, il ou elle fera son choix pour Paris. Non, mais je crois que ce qu'il voulait dire, si je me trompe, c'est ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y aura à un moment donné, si ça reste comme ça, un champion olympique, alors on va dire un champion olympique à vie, mais d'une discipline qui va exister, d'une formule qui va exister qu'une fois. Le champion de 2020 sera champion olympique dans sa formule unique. Et on ne saura pas de quoi, parce qu'on vous dira, il sera champion olympique d'escalade, formule
unique de 2020. C'est ça J'ai bien saisi, mais en fait, c'est ce que je disais au début. Est-ce que ça, c'est vraiment un grave problème? C'était ma question, si vous avez des retours de ces sportifs qui s'entraînent en ce moment. À ce stade-là, oui. Alors, le retour des sportifs... Ouais, le retour des sportifs, non. Personne s'est dit, ah non, mais là, moi, si je gagne au jeu... Une fois, j'y vais pas. je pourrais pas retourner à Paris. Non, c'est pas la préoccupation. Mais c'est vrai que, pour la deuxième point auquel j'ai pas répondu, les médias, la question va venir. Mais alors, attendez, celui qui a gagné à Paris, à Tokyo... est-ce qu'il va pouvoir gagner à Paris? Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce qu'il y a une continuité? Qu'est-ce que c'est? Non, techniquement, ça ne sera pas le même exercice. Mais ceci dit, ça restera de l'escalade. Donc c'est la réponse qu'on peut, que moi je donnerais aujourd'hui, mais techniquement, oui, ça ne sera pas la même chose. Et on peut rajouter que dans l'histoire olympique, l'escalade ne sera pas le seul exemple de ce cas-là. Le rugby était olympique au début du 19e, il ne l'est plus, il est revenu à 7, mais c'est pas la même médaille que... Voilà, donc c'est pas non plus une particularité. Le point de vue du chercheur, je ne sais que Jérôme, il n'aime pas trop. Mais il y a quand même une probabilité extrêmement importante quand même que le podium olympique, ce soit des gens qui soient spécialisés, soient les meilleurs en bloc et en difficulté, et pas ceux en vitesse. Donc quelque part, sur le combiné bloc-difficulté qu'il y aura après, effectivement, il y aura une remise en jeu quand même. Il y aura vraiment une nouvelle discipline qui sera la vitesse, où effectivement pourront s'exprimer ceux qui seront les spécialistes de la vitesse. Non, ce que j'aime pas, c'est ton déterminisme. Après, on verra. J'avais une question par rapport à la vitesse. Est-ce que le fait que ça devienne un sport olympique, peut-être, est-ce que ça va permettre à la voie actuelle de pérenniser? Ou est-ce qu'au contraire, ça va avoir un impact sur la voie actuelle qui change éventuellement? Alors, le tracé de la voie, c'est un choix de la Fédé internationale. Le CIO, en fait, lui, il est intéressé au format, nombre d'athlètes, nombre de médailles, au sport. Si demain on dit, écoutez, on va grimper aux arbres, et que ça leur va, ils vont dire, ok, banco. Ça veut dire que c'est à nous de décider. Et pourquoi on n'a pas décidé de la changer? Parce que c'était un peu court. Et qu'on a eu des réflexions en fait sur des tracés alternatifs, notamment par rapport au début, parce que le début, il y en a un qui a plus d'influence sur l'autre, dès qu'il bouge, l'autre le perçoit. Enfin bon, il y avait des petits défauts comme ça. On a eu ce débat, on n'a pas réussi à trouver un truc satisfaisant, parce qu'en plus le temps passait. Donc on a dit on garde. La question se pose pour Paris. Clairement. Et la question n'est pas encore adressée au niveau de l'IFSC, mais elle va se poser en 2020. Parce que en 2021, c'est court. C'est court, mais ça reste le même exercice. On ne va pas transformer la vitesse en grimpant aux arbres, je pense. Mais après, là, on a une commission athlète, on a des experts, donc on va voir. Mais en tout cas, c'est notre choix à nous tous. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que c'est pareil, c'est pour toi. Jérôme, tu me suis, non? Pour moi, encore. Sur le gris, oui, je vois ça. Vas-y. Juste une petite chose. Oui, ça marche comment la sélection là, actuellement? Parce que j'ai appris, par exemple, j'y comprends rien, que la petite Raboutou, elle est sélectionnée, après on entend, après il y a quelque chose à Toulouse, ça marche comment? À la base, il y a 20 compétiteurs, tu peux nous préciser? Je vais essayer de faire rapide, en plus, si vous suivez les réseaux, les sites web, il y a un peu de bazar en ce moment autour de ce sujet-là. Donc on a 20 athlètes, 20 hommes, 20 femmes. Ce que le CIO nous demande, c'est de créer des opportunités multiples pour les athlètes pour se qualifier. Donc on a mis plusieurs événements. Et là, on est à peu près libre, mais nous, on a voulu créer une richesse d'une manière à ne pas, encore une fois, faire une seule voie unique. Je prends un exemple concret. Si on n'inclut pas les Coupes du Monde d'une certaine manière, le budget que les fédérations nationales, enfin les ministères et les comités nationaux olympiques va allouer aux fédérations nationales, on va dire, vous allez qu'au championnat du monde. Vous n'allez pas à la Coupe du Monde, on n'a pas besoin pour aller au jeu.
Donc nous, on a essayé de créer aussi ce système de qualification de sorte que toutes les compétitions soient importantes. Maintenant, comment ça se passe ? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est les championnats du monde qui se sont passés en août. Il y avait 7 places. Ensuite, il y a un événement... Cette place déterminée par qui? Par l'IFSC? Non, les 7 premiers. D'accord, mais déterminée par l'IFSC. L'IFSC a dit? Bah, l'IFSC a dit simplement, le papier, c'est les 7 premiers. Ah oui. Avec un quota quand même. Avec une limitation de 2 par pays. Donc les Japonais, dans les 7 premiers, il y avait 4 Japonais. Donc on a pris numéro 1, numéro 2, Japonais, et après on a sauté. On est descendu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on alloue cette place. Donc en l'occurrence, ça va plus loin que la 7e place. Et sur tous les événements qui suivent, donc il y a un événement de qualification olympique dédié à Toulouse à la fin du mois de novembre, donc 15 jours, il y aura 6 places. Et ensuite, il y a une place par continent, donc championnat continental. Et s'il n'est pas déjà qualifié, si le quota du pays n'est pas déjà rempli, aura une place, un ticket pour les Jeux Olympiques. Ensuite, on adresse ça au Comité national olympique qui valide ou qui ne valide pas. Parce qu'il faut savoir que c'est eux qui appartient à la décision. Eux, ils ont un quota, par exemple, pour aller aux Jeux, et peut-être, ou alors des fois, ils n'ont pas les moyens. Ou alors des fois, ils disent, bah non, moi je n'envoie que ceux qui peuvent obtenir une médaille. Par rapport au pays? Oui, par rapport au pays. Chaque pays a pas. Donc le Japon, s'il se trouvait avec des athlètes qui n'étaient pas des possibles gagnants, peut-être ils auraient le droit de dire non, nous on ne les envoie pas. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier que c'est vraiment le pays qui décide. Nous, après, on donne les noms et ils nous confirment ou ils ne nous confirment pas. Et on va cumuler tout ça et arriver à 20. Voilà. Et du style, les Japonais, il peut y en avoir combien au maximum? 2. C'est pour savoir combien. 2. On changer les noms, par exemple. Ah ouais. Tu vois, dire ah bah lui il est qualifié, Non. mais en fait non. Non. Ils peuvent. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'ils peuvent refuser un athlète à un certain moment, mais ça doit être pour des raisons extrêmement valables. Blessure, dopage, discipline, des choses comme ça. Mais s'ils enlèvent la place, notre système de qualification, c'est un système de qualification nominatif. Ce qui n'est pas le cas de tous les sports. Donc ça, c'est des choix qu'on a fait. Et ça protège les athlètes. Donc si vous avez 2 Japonais, c'est Tomura, c'est eux, c'est pas un autre. Et donc s'ils les refusent, ils doivent justifier pourquoi. En fait. Et ça, c'est une règle de l'escalade. Parce que pour juste une petite parenthèse, en kayak, on qualifie un bateau, mais les gens qui sont dans le bateau, après, voilà, chacun fait met les noms qu'il veut. Mais il reste encore 2 places, là, une pour le CIO et une pour le pays organisateur. Alors, le pays organisateur, c'est le Japon, donc comment ça se passe? Alors oui, effectivement. Il y a 18 places issues des compétitions, c'est ça. Et il y a une place pour le pays hôte et une place qu'on appelle en fait tripartite, d'une commission tripartite qui correspond à une place de solidarité. La place du pays hôte, elle tombe à partir du moment où le pays hôte qualifie un athlète. Le Japon a 2 athlètes, hommes et femmes, cette place, elle est réallouée. Et en l'occurrence, elle est réallouée au championnat du monde. Donc en l'occurrence, on a les prochains athlètes, on leur a envoyé une lettre en disant réallocation de la place du pays hôte, bienvenue aux Jeux Olympiques. La place de solidarité, c'est un système à part du CIO. Le CIO a fait une liste de CNO, de Comité national olympique, éligibles. En gros, c'est les plus petits, les moins dotés, c'est beaucoup de pays d'Afrique. Voilà. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces pays qui n'ont pas toujours les moyens d'envoyer ou d'entraîner des athlètes aient une chance d'envoyer quand même certains athlètes. Par exemple, on a un athlète du Botswana qui est très bon. Le Botswana est peut-être dans la liste. Et peut-être qu'à un moment donné, le Botswana va dire « Nous, on a un athlète qui peut faire quelque chose aux Jeux Olympiques, on le présente ». Et il y a une commission qui est composée du CIO, des comités nationaux olympiques et de la Fédé internationale qui alloue en fait ces places de tripartite. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les pays éligibles, aucun n'a participé au championnat du monde qui était un prérequis. C'était un prérequis, mais ceci dit, il y a quand même une capacité de décision au niveau du CIO qui reste. Bref,
Cette place de tripartite va être allouée ou pas allouée entre janvier et mars. Si elle n'est pas allouée, elle repart dans le championnat du monde et on part au suivant. Elle part au suivant. Une dernière question, parce que le temps passe et on a une autre conférence qui va enchaîner derrière. Non? Alors je vais me permettre de la poser. Vous avez évoqué l'idée au niveau de la fédération de voir une perspective 2004 avec les éventuels postulants pour une future médaille selon les différents dispositifs choisis. Donc vous avez une vue à 4 ans en disant dans 4 ans ceux-là peuvent éventuellement rejouer avec des chances de médaille. J'aimerais poser la même question en France. Est-ce qu'à un moment donné on se projette déjà en 2024 avec des espoirs alors des espoirs, on ne sait pas ce que ça va donner, mais est-ce qu'on, Monsieur Le Grenelle, on peut se dire en 2024 on a quelques cartes dans nos manches, notamment par rapport aux championnats internationaux jeunes et les Français qui ont émergé. Est-ce qu'on a on peut fonder des espoirs, on verra s'ils seront confirmés ou pas. C'est pas cette tête. C'est une question piège. Oui, tout à fait. C'était pour terminer. Bah, là, je vais pas du tout être déterministe. Déjà, si on parle de 2020, pour l'instant, en état actuel, il y a un seul grimpeur français qui est qualifié, donc c'est Mika Mawen. Et pour le TQO à Toulouse, donc on a 3 Françaises et 2 Français. Donc chez les garçons, il y a Bassaba Mawen et Manu Cornu. Chez les filles, il y a Fanny Gibert, Julia Chanourdi et Anouk Jobert qui participeront au TQO. Donc ça veut dire qu'il reste une place pour les garçons et 2 places pour les filles. Donc il faut qu'il y ait au moins un garçon et 2 filles qui rentrent dans les 6 premiers à Toulouse. Voilà, ça c'est l'enjeu de Toulouse. Pour les jeunes. Alors pour 2024. Ceux qui sont jeunes aujourd'hui. Alors pour 2024. Alors là, c'est là que je reprends ma casquette de ligue. Il y a énormément de travail qui est en train de se faire dans les ligues actuellement. Il y a des pôles espoirs au niveau des ligues. Alors bon, nous on travaille sur le pôle espoir de Voiron, mais il y a un pôle espoir à Toulouse et il y en a un à La Réunion qui travaillent extrêmement bien et on a des jeunes qui ont d'excellents résultats actuellement au niveau de l'international. Uniquement si je prends Voiron, parce que bon, je vais quand même valoriser un peu la ligue ici. Oui. Donc effectivement, on a Alistair Duval qui a fait une finale en diff en Coupe du Monde, alors qu'il vient juste de rentrer maintenant au Pôle France cette année, donc en jeune. En tant que jeune, il a joué chez les seniors. On a Luce Douadi également qui a fait une finale de Coupe du Monde de bloc. Donc je pense qu'effectivement, on commence à avoir des jeunes. Et Luce Douadi, non seulement elle est forte en bloc, mais elle est très forte en difficulté. Et elle s'entraîne aussi en vitesse. Mais bon, dans le contexte actuel, maintenant c'est un peu moins important peut-être pour Paris. Mais en tout cas, ce sont vraiment des espoirs qu'on nous. Et à La Réunion, j'ai perdu son nom. Aide-moi. Oriane Berton, oui. Oriane Berton qui est assez surréaliste, qui est assez mutante. Très clairement, s'ils continuent sur la lancée, si le système effectivement est organisé pour les faire réussir sur la lancée, je pense qu'effectivement nous avons des chances. Mais ce n'est qu'une probabilité. Eh bien, on suivra ça avec attention dans les 4 prochaines années. Je voulais remercier fortement nos 3 intervenants pour leur participation et vous inviter. Et vous inviter à suivre les autres conférences de ce salon dans les jours prochains. Merci.